Nosferatu de Murnau propose quelque chose de tout à fait différent qui n'existe pas vraiment dans le livre. En ça, il se démarque et crée une nouveauté qui est flagrante. C'est que le vampire chez Murnau est décimé, détruit par la lumière du soleil. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort dans le film. On se souvient tous de la dernière scène, du piège qui lui est tendu, de la femme qui l'appelle par son désir, qui fait venir monter le vampire dans sa chambre. Elle sait qu'il n'aura pas le temps de retrouver son cercueil parce que le jour se lève et qu'il va donc mourir brûlé. La fin est très saisissante et permet un jeu comme ça avec l'image d'effets spéciaux très artisanal, mais de disparition du vampire dont il ne reste finalement qu'une fumée. Et ça, c'est vraiment une invention de Murnau chez Stoker. Il y a une certaine incompatibilité entre la lumière du soleil et le vampire. Il dort dans cette crypte, dans son cercueil, il voyage la nuit, mais le soleil n'est qu'une source d'affaiblissement et n'est pas une source de destruction. Alors que chez Murnau, véritablement, il crée cette idée que le vampire va être tué par la lumière du soleil. Entre parenthèses, chez Stoker, par exemple, dans le livre, Dracula est assassiné à la fin par un pieu, par la décapitation, enfin par des choses qui sont très violentes, qui vont comme ça atteindre à l'intégrité du corps de manière presque sanglante, alors qu'effectivement l'évaporation chez Murnau est très poétique et très suggérée et à la fois très belle et oui, enfin très puissante en termes de cinéma. Et c'est vrai que ça, c'est une invention qu'on va retrouver dans beaucoup de films. Quasiment tous les films et toutes les séries télé qui ont été postérieures à Murnau n'ont pas tellement remis en question ce postulat, mais ont plutôt suivi cette idée que le vampire, effectivement, est détruit par la lumière du soleil, qui évidemment, je pense, est une manière d'interroger le cinéma lui-même. Car qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux pour le cinéma que le feu, c'est la lumière du soleil. Les deux ayant en commun effectivement cette capacité de détruire le feu totalement, la lumière du soleil en tout cas de rendre invisible l'image du cinéma, donc le cinéma ne se voit que dans des salles obscures. Et c'est vrai que tout d'un coup ça induit une sorte de parallélisme, une sorte de gémellité entre le vampire et le cinéma. Et ça, c'est vraiment une invention de Murnau et une grande différence par rapport au livre dont il est pourtant une adaptation. Bram Stoker Dracula, c'est 1897 et le cinéma est né en 1895, donc il y a une sorte de, tout d'un coup, de croisement chronologique. Mais on ne peut pas s'arrêter là, évidemment. S'il y a eu une telle, comme ça, existence du vampire à travers le cinéma, ce n'est pas uniquement pour des raisons de temporalité et de coïncidence de timing. C'est certainement, et c'est une partie entière de l'expo qui est dédiée à ça, parce qu'il y a quelque chose même dans l'essence du cinéma qui a à voir avec le vampirisme et avec le vampire, et que tout d'un coup il y a eu quelque chose qui s'est rejoint là, quelque chose qui a permis de certainement voilà, aller plus loin dans l'un et dans l'autre, dans une sorte d'analyse très poussée. Et c'est vrai que je me suis un peu amusé à commencer par essayer dans cette deuxième partie de l'exposition, donc ça arrive assez vite, de déceler les points communs qu'il pourrait y avoir entre les deux, si tant est qu'on puisse comparer une figure, un personnage et une pratique artistique, qui sont évidemment deux choses de nature différente, mais tout de même il y avait des points communs qui étaient assez forts. En particulier, le fait que la plupart des films soient tournés dans des studios qui sont des sortes de chambres obscures, comme des cercueils. L'impression de la caméra révèle des corps qui seront éternellement figés dans l'âge à laquelle ils existent, et quand bien même l'acteur et les actrices seront morts, ils continueront d'exister dans une sorte d'éternelle jeunesse ou d'éternelle temporalité liée au moment du tournage. C'est vrai que les caméras ne se reflètent pas dans les miroirs pour un tas d'exercices physiques, pour se terminer par évidemment ces salles obscures où les cinémas, enfin, qui constituent les cinémas et où les films sont projetés, et qui évidemment, comme je l'ai dit, ne laissent pas entrer la lumière qui serait destructrice. Tout d'un coup, il m'est apparu évident qu'il y avait dans le dispositif même du cinéma quelque chose d'un dispositif vampirique, que le cinéma c'était évidemment de tous les arts peut-être celui qui expérimentait le plus le temps, son étirement, son éternel retour, le cinéma qui est aussi l'art des métamorphoses, l'art des effets spéciaux. Donc il y a quelque chose qui évidemment colle au sujet, mais en allant plus loin, il y a quelque chose même voilà, d'essentiel. Finalement, depuis 1922 jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des films de vampires.
Mais c'est vrai qu'on a noté des apparitions assez importantes, par exemple à Hollywood en 1930-31, c'est la grande vague du cinéma d'épouvante américain. On est un an après la crise de 29, donc à un moment effectivement où l'Amérique se retrouve démunie, à traverser une crise qui l'a amené très loin dans la pauvreté. Et du coup, ça se retrouve au cinéma, peut-être, en tout cas certaines analyses l'ont montré, sous cette forme-là, du cinéma qui fait peur, qui joue à se faire peur. Pendant la guerre froide aussi, il y a beaucoup de films américains qui, se servant du fait que le vampire est roumain, associent le vampire avec le bloc soviétique, avec un accent, avec quelqu'un qui vient corrompre les mœurs de la bonne petite famille américaine. Et puis, effectivement, ensuite, l'apparition du sida, par exemple, début des années 80, épidémie qui ne dit pas tout de suite son nom, dont on ne sait pas vraiment d'où elle est née, comment elle existe. Et on va retrouver aussi à ce moment-là un certain nombre de films de vampires, d'autant que le vampire, évidemment, a à voir avec la question du sang, à voir avec la question de la sexualité, et que tout d'un coup, il y a une rencontre entre un motif purement mythologique et une réalité qui, tout d'un coup, concorde quelque part. Et c'est vrai qu'à ce moment-là aussi, on a noté un certain nombre de films de vampires comme Les Prédateurs de Tony Scott avec David Bowie et Catherine Deneuve. Et aujourd'hui, on pourrait dire qu'on traverse aussi depuis des années une période aussi de crise identitaire, politique, économique évidemment, et qu'on a retrouvé aussi un certain nombre de films de vampires dans le monde entier, qui a eu une vague depuis les années 2000, entre les séries télévisées et le cinéma, en passant par le film de Jarmusch qui délocalise véritablement le motif du vampire, qui s'installe à Détroit, qui était une ville qui a été vraiment ruinée par la crise des subprimes. Évidemment, le vampire il est européen, mais par le cinéma, il a, on va dire, contaminé le monde entier, parce que toutes les cinématographies connaissent le cinéma américain, et du coup le vampire est devenu un personnage international qu'on va retrouver dans toutes les cinématographies. Et c'est vrai que, alors parfois c'est dans des genres très mineurs, des comédies, des films qui jouent sur effectivement les films de genre à l'américaine en les adaptant au contexte local. Et de temps en temps sont des cinématographies qui peut-être parfois moins riches ou moins épanouies que le cinéma américain vont utiliser la figure du vampire parce qu'elle contourne parfois la censure, parce qu'a priori le vampire n'existe pas et que du coup on n'est pas dans la réalité, vont s'en servir pour avoir effectivement une critique politique. Ça veut dire qu'il y a forcément une crise politique grave à ce moment-là, mais ça veut dire que le metteur en scène va pouvoir parler aussi de la société dans laquelle il vit, grâce au mythe du vampire. Alors, dans l'expo, on montre par exemple un film japonais de Yamamoto où on explique clairement que le vampire vient d'Occident, est un catholique, un prêtre qui n'avait plus de quoi boire, a bu son propre sang, du coup a été sacrilège, est devenu vampire et a contaminé une jeune paysanne japonaise pour introduire le vampirisme au Japon. Et c'est à un moment donné où il y a beaucoup de luttes, on le voit dans les photos, dans certaines revues très engagées, par exemple de Japonais qui sont contre les bases américaines au Japon, qui sont toujours restés depuis la fin de la guerre. Donc il y a une sorte de climat anti-américain. Donc c'est un climat un peu général, ce n'est pas un moment politique particulier, mais certainement que ça a influencé la résurgence du vampire dans ce film, qui n'est pas un vrai film politique en soi, mais qui, si on analyse quelques séquences où les personnages discutent de l'apparition du vampire, on se rend compte que les arguments, effectivement, montrent que le contexte n'est pas complètement absent et que ce n'est pas un hasard si dans les années 70, parce que c'est une vraie question à l'époque, on parle du vampire comme étant un étranger vivant sur le sol japonais et ayant introduit le vampirisme par sa religion différente des autres. Le vampire, c'est difficile parce il est par essence métamorphique, donc il change vraiment beaucoup, au point qu'effectivement, d'un film à l'autre, on va retrouver des contextes qui sont même parfois radicalement opposés, quoi. Et on va avoir des vampires qui sont extrêmement fiers de leur statut de vampire, qui jouent effectivement sur des rapports de force. Donc le vampire serait une représentation souvent, du coup, pour le metteur en scène, une forme de pouvoir autoritaire, du pouvoir phallocrate, de quelque chose qui évidemment ne se remet jamais en question. Et dans d'autres films, et de plus en plus à partir des années 60-70, on va avoir des vampires qui vont au contraire
être dans des identités très troublées, voire dans le déni de leur identité vampirique, et qui vont tout faire pour si ce n'est redevenir humain, mais en tout cas pour échapper à cette malédiction, condamnation du sang, quitte à aller vers la mort et à se suicider, quoi. Et on le retrouve parfois, et beaucoup chez des femmes vampires, qui sont dans ce déni de leur identité. Par exemple, le film Nadja de Michael Almereda, c'est une femme qui veut tout d'un coup broyer la généalogie. Elle est la fille de Dracula, elle voudrait échapper à ce destin de vampire, même si elle ne peut pas toujours le contrôler, parce que le vampirisme en elle est une sorte de pulsion. C'est le cas pour The Addiction de Ferrara. Le film de Catherine Bigelow, par exemple, Frontières de l'aube, aussi va sur cette veine du déni de soi-même. Pour arriver à des figures à la télévision qui ont dépassé même parfois ce stade pour devenir des figures extrêmement sympathiques. Le vampirisme ne représente finalement plus qu'une faille, une faiblesse, une part de leur identité qui n'est pas toujours appréhendable par les autres, mais qui, pour eux, est un endroit effectivement de controverse intérieure. On va avoir effectivement le vampire qui est du côté de l'oppresseur ou du côté de l'opprimé, et ça explique et ça rend difficile parfois le travail évidemment de synthèse. C'est pour ça que l'exposition elle permet de déployer un peu tous ces facettes et de les mettre en rapport les unes les autres, de les mettre en perspective ou de les monter ensemble pour montrer qu'évidemment on ne peut pas s'arrêter à l'une et que c'est la complexité de tout ça qui fait le vampirisme. Je pense que d'autres monstres comme le zombie par exemple ou Frankenstein sont quand même beaucoup plus cadrés, et que Frankenstein représente quelque chose sur l'homme-machine et le zombie sur l'inconscient, l'hypnose, l'esclavage, enfin des choses très précises, le corps décomposé. Et on a rarement des zombies sympathiques ou des zombies dans le déni d'eux-mêmes, de la manière que Frankenstein, on a finalement eu peu de variantes. Je parle de l'identité du personnage. Après, les films peuvent être différents en termes de mise en scène. Chez Stoker, il ne s'exprime jamais. C'est un livre où les gens s'expriment à la première personne. Tous les personnages écrivent des lettres ou communiquent entre eux. Donc chaque narrateur, chaque chapitre a un narrateur différent, sauf le vampire qui est justement celui que tout le monde regarde mais qui lui ne s'exprime pas. Donc c'est vraiment un objet de projection et ça explique qu'il soit à ce point transformable, quoi.